Ce soir, je vais vous raconter une histoire, l'histoire fantastique de notre petite école en Birmanie. Tout a commencé et repose sur un adage qui dit, tout simplement, que si tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, il aura à manger un jour. Par contre, si tu apprends à pêcher à quelqu'un qui a faim, alors tu vas le nourrir et il aura à manger pour toujours, pour toute sa vie. Et pour nous, cet adage-là, il a été hyper important. Car apprendre offre quelque chose de fondamental. Il offre de la joie, il procure des sensations agréables à quelqu'un qui transmet son savoir à quelqu'un d'autre, mais il offre, j'allais dire surtout, la liberté et l'indépendance à celui qui reçoit ce savoir. Par contre, il y a une chose qui est importante, et vous verrez, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que parfois, par excès de générosité, j'allais dire, on a tendance à oublier que nos valeurs, notre façon de vivre, n'est pas forcément celle des autres. Regardez cette image. J'ai pris cette photo en février 2018, tout simplement avec mon iPhone. C'est dans notre école en Birmanie. Moi, ce genre d'image, elle m'a toujours surpris. On voit des jeunes qui sont souriants, un sourire qui est sincère, un sourire qui fait du bien. Ils respirent le bonheur. Alors que ces 5-6 gamins que vous voyez là sur cette image, ils ne possèdent absolument rien. Aucun bien matériel. Ils vivent pieds nus, ils jouent dans la poussière. D'accord. Mais s'ils ne sont pas riches, s'ils sont pauvres même, ils ne sont pas misérables pour autant. Et là, il y a une distinction qui est très importante. La misère et la pauvreté. La misère, pour nous, c'est un synonyme de honte. La honte de ne pas être intégré au sein de la société, ne pas être intégré au sein d'une communauté. Alors que la pauvreté, elle, c'est bien souvent quelques chiffres sur un compte en banque. Et paradoxalement, en voyageant dans les pays d'Asie du Sud-Est, dans les pays pauvres d'Afrique subsaharienne, paradoxalement, j'avais souvent des images de notre Valais d'il y avait quelques décennies, il y a 50, 60 ans et plus. Ce Valais, notre vallée, nos villages, où les gens, les populations vivaient modestement. Je pourrais presque dire que les populations, elles vivaient de façon pauvre. Mais par contre, je relèverai qu'on y trouvait une forme de solidarité qu'on a peut-être tendance à un peu oublier aujourd'hui. Et je revoyais ces images, pardon pour la qualité, elle est un petit peu ancienne, de ces grandes salles de classe avec une cinquantaine d'étudiants alignés les uns à côté des autres sur des bancs en bois, à se partager un même plumier, avec, pour seul et unique confort, si on peut appeler ça un confort, un poêle pour les réchauffer. Et je revoyais aussi, dans ma tête, cette image du curé. Ce curé qui avait ce rôle de médiateur familial. Le curé, c'était aussi, et évidemment, le guide spirituel. Le curé, il jouait le rôle de juge, de policier, mais c'était surtout le régent. Celui qui transmettait les fondamentaux, celui qui transmettait le savoir, l'éducation. Mais revenons à nos petits Birmans, revenons en Birmanie au sud de Yangon. Tout a commencé, c'était quoi, vers Noël 2007, j'étais sur les bancs de l'université en Asie. Et je côtoyais là des amis asiatiques, dont une Birmane, avec qui j'aimais bien discuter. Et un jour, je la questionnais sur l'après-tsunami qui avait ravagé son pays en 2004, 3 ans auparavant. Je lui demandais tout simplement comment ils s'étaient organisés pour reconstruire le pays et, évidemment, comment ils avaient utilisé les fonds donnés par les organisations internationales, par les pays occidentaux. Et là, avec ce grand sourire qui caractérise les populations d'Asie du Sud-Est, avec un brin de philosophie, je dois dire aussi, elle me disait qu'elle préférait regarder vers l'avenir, plutôt que, comme nous, souvent en Occident, vers le passé, avec nostalgie, voire même presque souvent tristesse, à se poser des questions pour des réponses finalement impossibles, des réponses de toute façon qui resteront dans le passé. Mais elle m'a avoué une chose quand même assez dramatique, que l'ensemble des fonds qui avaient été récoltés avaient été confisqués par la junte militaire au pouvoir. Ces militaires qui contrôlaient le pays de façon dictatoriale depuis plus de 42 ans. Et là, quand on vous dit ça, vous dites mince. À quoi bon donner de l'argent, être généreux, faire un don dans une organisation X ou Y, si au final c'est pour tomber dans les mains de dictateurs, de gens malveillants. Et puis là,
de nouveau, avec son petit sourire, elle me tapait sur l'épaule, puis elle me disait, tu sais Alex, si dans notre histoire, si notre pays avait attendu sur la générosité, sur l'argent des pays occidentaux, ça ferait longtemps qu'on serait tous morts, morts de désespoir. Et, là, si je peux avoir une petite goutte d'eau, ouais, merci. Parfait, ça fait une bonne coupure. Donc, mort de désespoir, mais la vie dans son pays, elle a continué. Elle a continué normalement. Et puis là, c'est là que tu te dis, finalement, elle te rappelle aussi que ces valeurs, ce que je vous ai dit avant, leur façon de vivre, leur réalité, ce n'est pas la même que chez nous. Et elle m'a aussi dit qu'avec des petits moyens financiers, dans son pays, on pouvait faire de grandes choses. Et là, boum, le pulse de ces images du Valais, il s'est reconstitué dans ma tête. Et je me suis dit, let's go, on va faire un projet complètement fou. Et ce projet, ça a été de faire une école pour donner un accès à l'éducation à des jeunes, à des enfants qui n'en auraient jamais les moyens. Puis là, comme j'avais les images de ce Valais d'il y a quelques années, d'il y a un demi-siècle et plus, j'ai commencé à approcher les temples monastiques de la région du sud de Yangon, la banlieue, les bidonvilles de Yangon. Dans les temples monastiques, j'y ai trouvé les moines. Les moines, c'est quoi? C'est nos curés birmans, ceux qui dispensaient du savoir, ceux qui allaient pouvoir transmettre leurs connaissances. Dans les temples monastiques, j'allais trouver quoi? Une infrastructure, des salles de classe. Ainsi, j'allais pouvoir contourner toute forme de corruption. Et troisième chose, dans les temples monastiques, on allait pouvoir profiter de la tradition bouddhiste qui est sur l'offrande. Ainsi, on avait notre cantine scolaire. Donc, en dépensant pratiquement rien, on avait déjà une structure capable d'accueillir des enfants. En organisant les choses, en permettant de valoriser des compétences des gens, notre école pouvait démarrer. Mais notre souci, assez vite, a été un souci de pérennité. Si on fait un projet, le but, c'est qu'il perdure dans le temps. Et là, on a eu donc deux réflexions. La première, ils doivent être indépendants, libres de tout engagement de nous, de l'Occident. Aussi, on s'est dit qu'on n'allait pas s'immiscer dans leur éducation. N'oubliez pas, notre réalité n'est pas la leur. Ils font à leur manière, même si c'est un petit peu bricolé pour nous, même si c'est différent. Par contre, on avait à cœur de leur offrir une valeur ajoutée. Il faut savoir que la Birmanie, c'est un pays qui tend à s'ouvrir au tourisme. Donc on s'est dit, un petit peu logiquement, que l'anglais allait permettre à ces jeunes enfants défavorisés d'avoir un avantage compétitif face aux autres et de pouvoir profiter, s'émanciper par la suite. Aussi, plutôt que de dire à des professeurs anglophones occidentaux d'aller étudier ou des étudiants universitaires, etc., de faire un séjour humanitaire là-bas et donc de provoquer une dépendance vis-à-vis de nous, on a choisi de donner des cours d'anglais aux moines instructeurs ainsi qu'aux professeurs de l'école. Ainsi, ils allaient pouvoir transmettre leur savoir. Deuxième aspect, dans la pérennité, c'était l'aspect monétaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne directement dans les mains de ces gens de l'argent? Est-ce qu'on paye directement des infrastructures? Mais là aussi, toujours le même problème, le jour où tu arrêtes de payer, plus rien ne fonctionne. Rappelez-vous l'adage, si tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, il aura mangé un jour. Si tu donnes de l'argent à une organisation, elle va vivre pendant 3, 6 mois, 12 mois. Par contre, si tu apprends à pêcher, c'est la liberté. Aussi, on a eu l'idée d'acheter des rizières. En achetant des rizières, le deal qu'on a fait avec les paysans de la région, c'était qu'un tiers de la rizière irait à cet agriculteur. Ainsi, il allait subvenir aux besoins de sa propre famille. Et avec les 2 tiers restants, le surplus, le bénéfice dégagé permettrait de financer nos activités dans le temple. On faisait fonctionner ainsi leur propre circuit économique. Troisième aspect, ici, sur la photo, les ventes de gâteaux. Transmettre plutôt ces valeurs à nos jeunes de l'école à Sion. Et là, on a une idée toute simple. Organiser une fois par mois, par une classe différente, une vente de gâteaux. Cette vente de gâteaux, les jeunes, comme vous le voyez sur cette image, la veille, doivent s'organiser ensemble avec leurs parents, leurs grands-parents, etc., pour faire une tarte, pour faire des biscuits, etc. Chaque récréation, lors de ces ventes de gâteaux, on arrive à lever un fonds d'à peu près 300 francs. En termes de valeur, vous allez me dire,
que 300 francs, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on explique à ces jeunes que 300 francs, cela représente 5% du budget annuel de l'école, que cela permet d'offrir du savoir et la liberté à 8-10 enfants de notre école, vous voyez que le message est bien différent. Et le but, il est là, c'est de créer un lien même virtuel, à distance, mais un lien sincère entre nos enfants et ces enfants. Enfin, demain, dans le futur, soyons fous et rêvons. Et nous, notre rêve, c'est que finalement, nos petits Birmans, ils puissent eux-mêmes transmettre leur savoir, le savoir qu'ils ont acquis dans notre école, aux autres gamins de leur village, pour leur offrir un avenir meilleur. Et ainsi, ils deviendront eux-mêmes ceux qui apprennent à pêcher un poisson. Penya